y a un peu plus de 2 siècles, son nom glaçait le sang du plus courageux des capitaines. Robert Surcouf, roi des corsaires, a accompli ses plus grands exploits dans les eaux chaudes de l'océan Indien, abordant sans relâche tous les bâtiments croisant à sa portée. 3 fois arrière-petit-neveu du célèbre corsaire, Éric Surcouf n'a pu s'empêcher de naviguer sur les brisées de son aïeul, à sa manière. C'est très émouvant effectivement, de tenir une arme qui a appartenu à Robert Surcouf, à mon ancêtre. Si Robert Surcouf détroussait les navires avec l'assentiment du gouvernement, Éric préfère partir à la recherche des nombreuses épaves et des trésors engloutis. Corsaire ou pas, le canal du Mozambique, passage obligé sur la route des Indes, s'est toujours révélé dangereux pour les navigateurs. Bassas da India, écueil semi-submergé en plein milieu de cette voie maritime intensément active depuis le début du XVIe siècle, est sans doute le piège à bateau le plus meurtrier de la planète. Sur cet anneau de corail affleurant la surface, des dizaines de bâtiments sont venus se fracasser et reposent avec leur équipage sous ces eaux difficiles d'accès infestées de requins. Pour se rendre sur ce morceau de France perdu dans l'océan Indien, Éric Surcouf affrète au Kenya en 1987, avec la bénédiction du ministère de la Culture, un navire de 52 mètres, le Fish Eagle. À son bord, 15 spécialistes, le navigateur Jean-Yves Terlin, les plongeurs et une équipe de la direction des recherches archéologiques sous-marines. En compagnie de Surcouf, Michel Lourd, directeur scientifique de l'expédition, étudie le peu de documents cartographiques fiables concernant le récif. Seule existe une carte marine assez imprécise et une photo satellite qui révèle assez bien la géographie du lagon. Après 5 jours de navigation sans histoire depuis Mayotte, les premiers brisants blanchissent la ligne d'horizon. Alors là, on est sur la côte est, hein. On voit tout le surf. C'est la côte est, le surf, ici? Captain, are we on the east coast? No. North, completely north coast. Étonnant, c'est qu'il y a des grosses vagues sur la côte nord. Ouais, c'est peut-être à cause du vent qu'il y a actuellement. Bien regardé. Oui, je vois. Regardez toutes les épaves là à droite. Il n'y a pas d'erreur possible. Les épaves qui balisent la barrière de corail prouvent que l'endroit reste toujours dangereux, malgré les moyens de navigation dont sont dotés les bateaux modernes. Une fois le Fish Eagle ancré à l'extérieur de la barrière, les hommes mettent à l'eau le Sea Rover, barge à fond plat qui servira à repérer et baliser la passe, permettant aux gros bateaux d'entrer dans le lagon. Car c'est bien à l'abri de la grande houle qu'il est prévu d'installer la base de travail. With a Sea Rover and try to make to mark some significant points, you know. Désillusion pour toute l'équipe. La passe n'est pas assez profonde et même la barge racle-les au fond. La marée basse emprisonne sur le platier récifal des milliers de poissons. Bassas da India se présente alors comme une énorme structure de corail circulaire d'un diamètre de 10 à 12 km et large parfois d'1 kilomètre. Au centre, un vaste lagon dont la profondeur varie entre 3 et 16 mètres, où les patates de corail sont omniprésentes. La zone à prospecter est gigantesque. Peu de monde peut se vanter d'avoir foulé ce décor lunaire. Les chercheurs vont devoir quadriller le platier à pied en promenant devant eux les détecteurs de métaux. Ils ne tarderont pas à découvrir les vestiges d'un lointain naufrage. Ces canons et ces ancres
seront plus tard identifiés comme ayant appartenu au navire anglais Sussex, venu se fracasser ici en 1738. Les chercheurs ne trouveront pas d'autres reliques de ce bâtiment de la compagnie anglaise. 250 années de puissante déferlante en ont éparpillé les morceaux aux quatre coins du lagon. Les membres de l'expédition sont venus ici chercher les restes supposés de plusieurs navires dont on a retrouvé les traces de naufrage dans les archives. Tous ces navires regorgeaient des trésors embarqués en Orient. Pierres précieuses, or, argent, porcelaine de Chine, soie ou épices. Parmi tous les navires répertoriés, l'un d'eux intéresse particulièrement Surcouf et ses équipiers. Une caraque portugaise, le Santiago, dont le naufrage s'est produit ici au sud de l'atoll en 1585. Après des heures d'un travail harassant, chacun doit encore faire le bilan de ses trouvailles, répertorier, identifier, comparer avec les montagnes de documents embarqués dans les bagages. Mais il y a encore de la place pour le rêve. Le matin, dès la marée descendante, le bateau pneumatique quitte le Fish Eagle et se dirige vers la barrière sud, où selon les estimations repose le Santiago, ou ce qu'il en reste. Tu vois l'épave qui est pointue là-bas. C'est les trappes, ça, les trappes d'un bâtiment. Celle-là doit être quasiment au sud du caillou. Le sud est la partie la plus dangereuse de l'atoll. Le corail mort du platier, fragilisé par les déferlantes, s'effondre sous les pieds des marcheurs, réveillant certains de ses habitants. Jeff, je te reçois mal. Alors j'ai appris que ça va super mal. René s'est fait mordre par une murène ou un requin et vous le rapatriez, c'est ça? Bon, ça a l'air assez sérieux. C'est quand même une très grosse plaie sur sa jambe, Bon, pour l'instant, on lui a mis un garrot provisoire avec sa chemise. Ça saignait beaucoup. M'as-tu bien reçu, à toi? Oui, je te reçois. C'est vachement inquiétant ce que tu nous dis là. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin de 2 boîtes de chirurgie que tu trouveras dans l'infirmerie. Ok, mais ici on a pas mal de rouleaux. Est-ce qu'on va pouvoir le transporter malgré tout? Va bien falloir parce qu'il faut pas qu'on tarde trop pour le recoudre et on va peut-être être même obligé de l'endormir. Si on prépare tout ça, on le met sur la plate et on l'envoie à votre rencontre en espérant que ça se passe bien. Ça se passera bien, il va pas trop mal quand même, hein, ça va. Et puis alors, il est quand même tout content parce qu'il avait découvert le Santiago, il y a des canons partout, il y a des tas de trucs. Et alors, il a perdu un petit peu la prudence et c'est comme ça qu'il s'est fait bouffer. Il dit qu'il est prêt? Bah faut y aller, hein. On le passera pas maintenant, hein. Heureusement, tout était prévu à bord. Et Jean-François Mazot, médecin de l'expédition, opère sur le champ comme au temps de la flibuste. Sur le platier, en train de rechercher les vestiges. J'avais de l'eau à mes cuisses, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai senti une belle morsure, quoi. Et puis j'ai vu du sang monter à la surface, quoi. Je me suis dit, tiens, tu as été attaqué par une bestiole, mais j'ai rien vu. Je ne sais pas ce que c'est exactement.
Le lendemain, René s'est confectionné une béquille comme un bon vieux pirate et court déjà sur le pont. Ce qu'il a découvert avant de se faire mordre lui fait un peu oublier l'accident. Sur un dessin, il retrace le site qu'il a mis à jour, les 10 gros canons en fonte de fer et les 2 ancres qui reposent au fond d'une vaste cuvette de 30 mètres sur 10. Ce sont là probablement les vestiges du Santiago. Pour éviter un carton comme hier, ce que j'aimerais, c'est que tu passes en premier, que tu vois un petit peu s'il y a des murènes ou des requins. Qu'est-ce que tu as amené comme matériel là? Là, des systèmes Lupara à balles explosives. Hein, 350. Pour la suite des opérations, Michel Lourd préconise une protection efficace contre les requins qui pullulent dans le lagon et sur le platier. Le but n'est pas de tuer les animaux, mais plutôt de les tenir à distance respectueuse des chercheurs au travail. La météo très changeante dans cette région du globe va bouleverser tous les plans. Dans la nuit, le baromètre chute brusquement et la tempête surprend le Fish Eagle endormi. La mer est forte, elle a emporté pendant la nuit l'un des bateaux pneumatiques. Impossible de marcher sur le platier, ni de plonger. Éric Surcouf réunit toute son équipe. Cette opération, sur le plan de sécurité, n'est absolument pas une opération sûre. C'est dommage, mais aucune épave au monde ne peut justifier le prix de la vie de quelqu'un. La station météo sur l'île de la Réunion confirme le creusement de la dépression en cours. Aux grand dames de la majorité des membres de l'expédition qui rêvent encore de découvrir les épaves et leurs trésors, le Fish Eagle décroche. Bassas d'India conservera sans doute encore longtemps le secret de ces naufrages. Mais les hommes et les femmes qui sont venus jusque-là n'ont pas dit leur dernier mot. Éric Surcouf, malmené par la météo sur le récif de Bassas d'India, a changé son fusil d'épaule et s'est replié sur l'île de la Réunion et l'île Maurice. 2 des lieux de l'océan Indien qu'ont fréquenté assidûment les corsaires, mais surtout les pirates de tout poil. Les pirates ne gardaient jamais sur leurs navires les fruits de leur rapine. Ils les enfouissaient à terre dans des endroits connus d'eux seuls. Depuis, les esprits s'enflamment et nombreux sont ceux qui espèrent un jour découvrir le pactole. À La Réunion, Bibic, un descendant authentique des flibustiers, devenu véritable chercheur de trésors, porte haut et fort l'amour des rites de ses ancêtres. Bon, bonjour Bibic. Bonjour. Je ne pouvais pas passer à La Réunion sans venir vous voir. Vous êtes donc le grand chasseur de trésors ou chercheur de trésors, mais trésors surtout terrestres. Je suis ici donc sur les traces de mon ancêtre et je ne pouvais pas m'arrêter à La Réunion sans vous voir. Moi je recherche les trésors qui sont sous les mers, trésors historiques, trésors archéologiques bien sûr, trésors aussi culturels, scientifiques. Et vous cherchez aussi donc des trésors qui sont des trésors, bon bien sûr, des trésors je pense d'or, d'argent, de pierres précieuses. Mais quelque part, je pense que vous et moi, avec des démarches, disons, un peu différentes, on se rejoint. On est en fait à la recherche du même rêve, non? C'est très simple. En fait, il y a eu des trésors engloutis, dont la démarche d'Éric Surcouf, et il y a des trésors enfouis. Des trésors enfouis, et on a vu par le passé des hommes très connus, célèbres, comme Henri de Montfred, venir sur l'île faire de la recherche. Henri de Montfred, qui était quand même un personnage des grands aventuriers des temps modernes, personnage hors du commun. Bien sûr, moi j'ai entrepris cette démarche parce qu'il est plus facile pour moi de tenter de découvrir sur mon île ces trésors enfouis que d'aller comme vous en mer avec des moyens que je n'ai point. En fait, pourquoi la Réunion a été privilégiée par les pirates? C'est parce qu'elle culmine à 3000 mètres. Et vous savez bien, de par la rotondité de la Terre, toutes les îles de l'océan Indien et des Mascareilles se perdent sur l'horizon marin, alors qu'elle surgit pratiquement de l'océan. Donc ces navires qui voyageaient pratiquement à l'estime à l'époque, la reconnaissaient plus facilement. Et ensuite, de par sa géologie, n'est-ce pas, on découvre des failles qui sont de véritables amers
des points remarquables que les pirates se sont servis pour venir faire la dépôt. Ensuite, c'est parce que dans ces ravines, il y a des cavernes sous-slaviques, de véritables coffres-forts qui étaient faciles à fermer. Il suffisait de mettre quelques barriques de poudre à l'entrée pour faire effondrer la voûte. À l'époque, n'est-ce pas, les bateaux quittaient l'Europe, que ce soit chez les Portugais, les Hollandais, les Anglais, tous ceux qui sont venus de l'océan Indien, n'est-ce pas? À l'aller, c'était l'or l'or monnayé pour payer les armées, les échanges commerciaux. Au retour, c'était l'or en poudre, l'or en barre, les pierres précieuses. Et comment voulez-vous que toutes ces richesses acquises au fil de l'épée et au prix du sang, parce qu'ils étaient animés par l'esprit de l'aventure, mais surtout par l'esprit de lucre, et comment voulez-vous que toutes ces richesses qui étaient livrées au péril de la mer, qui étaient nombreux, hein, étaient conservées à leur bord? Surtout chez les corsaires et les pirates, ils sont pressés d'aller les dissimuler, parce qu'ils étaient poursuivis. Ils avaient même des cachettes qui étaient comme des banques, en fait. Comme des banques. Mais M. Surcouf, ces gens-là étaient motivés par la peur. Hubert Deschamps a écrit sur les pirates, il a existé un peuple singulier, né de la mer et d'un rêve brutal, peuple libre, retranché des autres sociétés humaines et de l'avenir, sans enfants, sans vieillards, sans maison et sans cimetière, sans espoir, un peuple pour qui l'atrocité était un métier, la mort, une certitude du lendemain, peuple éphémère comme le sont les tempêtes et le dessein des hommes. Comment voulez-vous que ces hommes aient conservé à leur bord ces butins? Soit il est dissimulé, soit il est dilapidé. Éric Surcouf et son équipe approchent de l'île Maurice. Les spécialistes de l'archéologie sous-marine vont à leur tour tenter de déchiffrer les dernières indications laissées par les pirates, souvent avant leur exécution. En attendant les autorisations nécessaires, Surcouf met à la disposition du gouvernement mauricien tout le matériel dont il dispose pour dresser un inventaire précis de l'archéologie marine de l'île. Surcouf est un nom connu à Maurice. Des rues, des bars et même un hôtel portent son nom. En apprenant sa présence, nombreux sont les habitants qui viennent proposer leur aide pour chasser les trésors enfouis dans les terres. Vous êtes ici sur le site du nord de l'île, qu'on appelle Belmont. Alors il semblerait qu'il y aurait une confrérie pirate qui aurait été enterrée ici, il leur brise pendant pas mal de temps. Alors ils auraient débarqué au nord à l'est de l'île d'Ambre, et ils seraient venus sur les lieux où il y aurait eu 2 points de chute. Il y a un point à droite qui est bien marqué. Et à gauche, où il y a un petit bateau de débarquement, à l'époque une petite frégate de débarquement, avec d'autres signes dessus que nous n'avons pas pu jusqu'à présent interpréter. Mais leur repère de la mer se trouvait des montagnes, que vous voyez devant vous. Ils auraient mis là certainement quelque chose, bien gardé, parce que ça fait depuis 1927, on fouille là-dessus et que personne n'est trouvé. On espère, nous autres, un de ces 4 matins, trouver quelque chose, mais rien n'est sûr dans ces opérations. Le fait est qu'ils ont mis sur le terrain 4 signes principaux, et qui mèneraient éventuellement à la cachette du trésor. À Maurice comme à La Réunion, la chasse au trésor est presque un sport national. Chacun cherche de son côté, avec plus ou moins de moyens, tentant d'interpréter les signes mystérieux laissés par les pirates. Les lieux ont, il est vrai, des noms évocateurs. Ici, l'anse du pirate, plus loin, la poussière d'or. Alors, on creuse partout, on cherche, on ne trouve pas beaucoup, mais on a bon espoir. Certaines fortunes nouvelles et ultra rapides alimentent la rumeur. J'embouche N, c'est-à-dire je suis rentré dans un chenal N, dans la position du N, c'est au nord-est, 2 par Q, et trier des marchandises pour les mettre en baril. C'est surtout un terme qui s'applique à la pêche. Ce sont les poissons qu'on triait pour mettre en baril. Alors c'est tout à fait similaire. Maintenant, si vous allez en Old Dutch, en vieux hollandais, ça veut dire Jan Boek en de Pakou. Ils ont dit que c'est un trésor qui appartient à Jan. Et lui seul peut donner la clé.
Pour la circonstance, Éric Surcouf a fait venir des États-Unis le plus grand spécialiste en magnétométrie pour tenter de mettre à jour des galeries et des cavités souterraines susceptibles de receler un trésor. L'Américain débarquera avec un matériel ultra sophistiqué, mais les résultats immédiats se feront attendre. Well, let's see. Let's get the profile a little further. Let's keep walking further here. 36,986. That's about the same as the last one. So let's try one more. Let's go about another 3 or 4 meters. And let's see, 1, 2, 3, 4. D'autres cherchent la clé des mystères en fouillant et en pillant les tombeaux des flibustiers et de leurs familles enterrés dans les cimetières de l'île. Vous allez voir la tombe de Jean-Marie d'Aragon, héritier de la couronne d'Espagne. La tombe de Vasseur était à côté. Ils ont démoli ça, hein, les chercheurs de trésors. Ici, là, ils ont démoli la tombe du neveu de Levasseur. Ça, ils ont démoli complètement la plaque de marbre. Mais il reste la tombe de Jean-Marie d'Aragon. Neveu de Labuse. Labuse. Non, mais Labuse, c'est vrai. Mais les gens n'ont pas trouvé scolaire. Les documents sont compliqués, mais il faut chercher. Mais vous pensez que c'est ici ou à La Réunion? Les deux. Parce que Labuse n'a pas un seul trésor. Les gens ont toujours beaucoup de mal à partager ce qu'ils ont pu ou cru découvrir. Labuse, comme bon nombre de flibustiers fait prisonnier et exécuté, a lancé dans la foule avant sa pendaison à Saint-Paul de la Réunion en juillet 1730 un cryptogramme en ajoutant « Il est à celui qui saura le déchiffrer ». Il n'en faut pas plus pour déclencher les plus folles espérances, d'autant que sa dernière capture, la Vierge du Cap, regorgeait d'or et de diamants. Si vous allez sur la tombe de Labuse à Saint-Paul, vous allez découvrir des ex-voto, vous allez découvrir des bougies qui brûlent toutes les nuits, vous allez découvrir des cigarettes, du rhum, n'est-ce pas? Parce qu'on fait appel à Labuse pour découvrir son trésor. Vous comprenez? Mais ça, on ne peut pas empêcher ces gens de le faire. Vous avez des trous qui se fouillent toutes les nuits à La Réunion, parce que les gens ont rêvé. Nombreux en effet sont ceux qui font appel aux sciences occultes pour approcher la vérité. Médium, pendule, tout est bon pour découvrir le trésor fabuleux qui obsède les nuits. Et les communications avec les esprits des pirates défunts allument tous les fantasmes. C'est une histoire de communication, d'abord, avec des personnes qui ne sont plus sur la Terre, qui ne sont plus parmi nous, mais qui sont là. Invisible, mais très proche, je crois. Puis voilà, ils ont raconté toute l'histoire et tout concorde, tout nous laisse penser qu'il y a là un fabuleux trésor, qu'il ne demande qu'à être trouvé. Trouvé, il le sera peut-être grâce à ce médium qui, sous l'écriture automatique, s'est vu dicter son emplacement approximatif. C'est grâce au don de cette personne, qui elle-même ne savait pas qu'elle était médium, que nous avons connu toute l'histoire. Ils ont pris une petite barque du bateau, ils ont débarqué sur cette pierre plate que vous avez vue, et ils ont trouvé, en cherchant de tous les côtés, un enfoncement. Évidemment que c'est volcanique à l'île Maurice. Alors cet enfoncement, on l'a agrandi avec les esclaves qui se trouvaient à bord, avec l'équipage, etc. Et c'est dans cet enfoncement qu'ils ont caché le trésor. Donc en fait, la faille doit se trouver là. Je crois. D'abord, il y avait un cocotier qui a disparu pendant un cyclone. Et c'est le cocotier qu'on appelle le cocotier défunt. Le cocotier défunt, c'est ma mère qui dit ça. Et à côté du cocotier défunt, il se trouvait cette faille. Et c'est la faille que les pirates avaient vue, enfin que les corsaires avaient vue quand ils ont enterré leur trésor. Il y a un ou deux coffres qu'ils ont fait passer par là, vous voyez. Et ils ont dit que s'ils avaient pu revenir pour rechercher ce qu'ils avaient caché là, ils auraient passé par cette faille. Ça aurait été beaucoup plus simple que de passer à l'intérieur, etc. Et ensuite, ils ont passé une dizaine ou 12 jours ici. Ils ont installé tous ces repères que vous avez vus, puis ils sont repartis, et 2 mois après, jour pour jour, ils sont morts en mer. Ils ont dit que ça s'était passé au sud de la Grande Île, c'est-à-dire au sud de Madagascar, et au large des côtes africaines.
Je ne crois ni au concours des médiums, je ne crois ni aux radiesthésistes, parce que tant que les sciences ne sont pas éprouvées pour moi, moi je marche avec la foi. Je suis allé au bout de ma démarche intellectuelle. Je vais vous montrer mon passeport où il y a inscrit, n'est-ce pas, en intelligibles lettres, profession chercheur de trésors. C'est donc, je ne suis pas un tricheur. Et je pense que la rencontre de deux hommes comme nous doit être fructueuse. Donc vous pensez qu'un corsaire comme moi qui est dans la légalité, qui travaille pour la science, la culture, peut bien sûr tendre la main au pirate qui lui travaille de façon différente, mais qui en fait, vous et moi, nous rejoignons le même rêve. Sigmund Freud disait « Le bonheur est un rêve d'enfant qui se réalise dans l'âge mûr, peut-être. Mais alors beaucoup de chasseurs de trésors resteront à jamais d'éternels adolescents. » « 16 mars 1615, un terrible cyclone ravage la côte ouest de l'île Maurice. Ce jour-là, 4 voiliers hollandais de la Compagnie des Indes, commandés par Peter Bott, sont en perdition. L'un d'eux, le Province-Unie, viendra s'écraser sur cette barrière de récif. Il n'y aura que quelques survivants, l'île est inhabitée, ils seront recueillis par le Delphes, le seul voilier de la flotte qui a échappé au naufrage. 375 ans plus tard, une équipe de plongeurs fouille la barrière corallienne par 20 mètres de fond. Ils sont sur le point de réaliser l'un des plus beaux rêves qui soit, la découverte d'un trésor sous-marin. La valeur de l'épave du Province-Unie, vaisseau de 700 tonneaux, est évaluée à l'époque à 450 millions de nos francs. À la tête de cette équipe, un homme au nom prédestiné, Éric Surcouf, de la lignée du fameux corsaire de Bonaparte, Robert Surcouf. La recherche archéologique sous-marine, pour moi, c'est toute ma vie. Ça fait maintenant 12 ans que je m'occupe de cette activité. Ça fait 2 ans maintenant que je suis sur ce projet à l'île Maurice, sur cette épave. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche en archives, beaucoup de temps passé à réunir une équipe compétente, le matériel nécessaire. La recherche en archives est une véritable enquête. L'archiviste qui s'occupe donc de cette recherche va partir sur une piste. Et puis au fur et à mesure de ces découvertes, il va découvrir le procès-verbal de l'amiral, par exemple, qui a perdu un navire de sa flotte. Il y a certaines épaves que j'ai recherchées et qui ont nécessité 3 ou 4 ans de recherche assidue par différents archivistes qui travaillent dans mon groupe. À la Bibliothèque nationale de Paris, Éric Surcouf va découvrir la clé du mystère de l'épave du Province-Unie. Une carte de l'île Maurice tirée du grand atlas secret de la Compagnie des Indes, édité à un seul exemplaire au monde en 1670. Sur cette carte, l'emplacement du naufrage de la flotte de Peter Bott. Sur le terrain, Éric Surcouf doit sillonner une grande partie de la côte ouest de l'île Maurice pour retrouver la baie susceptible d'abriter l'épave du Province-Unie. Pendant des semaines, les recherches restent infructueuses. René Graillat, le directeur technique de l'opération, et Ali Hossein, le meilleur plongeur de l'île Maurice, commencent à désespérer. Éric Surcouf est quant à lui décidé à jouer le tout pour le tout. Il survole en hélicoptère la côte qui l'intéresse pour essayer de retracer l'histoire du naufrage, comme sur une carte. Il sait que le Province-Unie a dérivé vers le sud de la capitale, que la baie du naufrage était il y a 375 ans alimentée par une petite rivière.
Vu du ciel, les choses paraissent plus claires. La baie d'Albion semble le mieux coïncider avec les recherches d'archives. Une seule façon de vérifier, il faut quadriller la passe et la barrière de corail de ce magnifique lagon. Quel endroit je peux la mettre bien? Ok, on y va. Il n'y a pas de fancy. La découverte d'une épave sous l'eau est une affaire de patience. Un territoire de quelques kilomètres de long peut demander des mois d'investigation. Eric, René et Ali ont déjà repéré au détecteur magnétique sur une zone de plusieurs hectares la présence de métaux ferreux et non ferreux. René se prépare pour un quadrillage en surface des fonds sous-marins. Il va se faire tirer par le dinghy pendant des heures, pendant des semaines, jusqu'au jour où, pour la première fois... Attention Ali, il est en dessous, hein. Je crois qu'il a trouvé quelque chose là. René lâche la barre de bois qui le traîne. Il est là, recouvert de corail, un canon de 2,50 m, caractéristique pour les spécialistes des canons du XVIIe siècle. Un peu plus loin, René découvre des pierres de ballast, comprenez le lest du navire. Des pierres qui n'existent pas sur l'île Maurice. Associées au canon, c'est la preuve qu'un navire a coulé à cet endroit il y a plusieurs siècles. Alors, attends, ce que tu as vu alors? J'ai vu des pierres de ballast. Ouais. C'est irréfutable, c'est la trace du bateau. Hein. Donc tu penses que le bateau s'est craché ici, c'est Il a dû indéniable. se cracher dans les rochers et j'ai aperçu quelques canons. Là, ce que René vient de découvrir, le lest du navire, c'est-à-dire les pierres qui étaient en fait à fond de cale, c'est la preuve tangible que le navire s'est ouvert, disons, à ce moment, à cet endroit-là. Dans les mers tropicales, le corail pousse d'1 mètre par siècle. Le bois est généralement détruit par des micro-organismes. Il est donc bien difficile, 375 ans après le naufrage, de retrouver les restes du Province-Unie. Sous nos yeux, un groupe de canons cimentés au corail, pratiquement invisible aux non-spécialistes. L'équipe de recherche au complet suit René vers les lieux de cette fabuleuse découverte. Les canons sont mesurés, longueur et diamètre, rien ne doit être laissé au hasard. Ces mesures, reportées sur les livres d'archives, peuvent signer l'authenticité de l'épave. Nous sillonnons cette passe depuis environ 2 semaines et nous étions donc à la recherche de ces fameuses pierres de ballast qui nous indiquaient exactement l'endroit où l'épave s'était éventrée et nous sommes très heureux donc aujourd'hui d'avoir découvert ces pierres. Ça va nous permettre de démarrer dès demain ou après-demain la deuxième phase, disons je dirais, de toute cette grande phase préliminaire à nos fouilles, qui est la phase géologique, qui va nous permettre de faire des sondages et nous permettre de déterminer surtout la nature, mais surtout l'épaisseur des sédiments qui recouvrent les vestiges de l'épave. Eric, René et Ali vont peu à peu transformer cette partie du récif de la baie d'Albion en un chantier de recherche archéologique et scientifique sous-marine. Le ballast du navire, les canons ne suffisent pas pour être sûrs de découvrir le trésor du Province-Unie. Pour remonter des fonds de la mer, les 90 000 pièces de porcelaine Ming enregistrées sur les livres de la Compagnie des Indes comme cargaison de bord. Qui dit canon dit boulet, ce qui n'est pas évident sous l'eau, mais la chance est du côté des plongeurs.
Ce qu'Éric Surcouf recherche par-dessus tout, ce sont des morceaux de porcelaine chinoise. Il sait que cette épave, le Province-Unie, a quitté il y a 3 siècles l'Indonésie, les cales chargées de 90 000 pièces de vaisselle Ming de la dynastie de l'empereur Wanli, vaisselle de très grande valeur de nos jours. Il y a 2 ans en Malaisie, un chasseur d'épaves découvre 20 000 assiettes de porcelaine vendues pour un total de 200 millions de nos francs. L'épave s'est écrasée sur le récif, au milieu de la passe, à 27 mètres de profondeur. Les plongeurs identifient 7 grappins jetés à la hâte par l'équipage du Province-Unie avant de sombrer déchiquetés par les lames du cyclone. La position des grappins a beaucoup d'importance pour localiser, et ce n'est pas facile, la cargaison du Province-Unie. Peut-être à l'époque, c'était bloqué par un gros corail. Et puis ça, c'est resté à pic. Mais après, quand le corail s'est descendu, c'est le grappin qui a tourné sa position. Il y a un truc bien déterminé. Les grappins, ils sont tous orientés de la même façon. C'est-à-dire qu'il s'est encaissé le cyclone dans le nez, là. Ah ouais. Après, il a été percuté dans les rochers. Et ensuite, il est rentré dans les passes. Parce que les grappins qui sont à l'extérieur, ils sont dirigés tous du même côté. Et les grappins qui sont à l'intérieur sont dirigés tous du même côté. Cette épave, c'est bien sûr éclatée sur la barrière de récif, mais l'avantage qu'elle présente, c'est qu'elle se trouve non loin de la côte, premièrement. Deuxièmement, elle se trouve en face d'une petite rivière qui a apporté un certain nombre d'alluvions. Donc le sable a pu se mélanger avec de la vase. Et pour nous, c'est une très bonne chose, car ce milieu permet très souvent de pouvoir récupérer également des morceaux de coque du navire. Aucune recherche sous-marine et scientifique ne peut se faire sans un relevé topographique très précis des lieux du naufrage. Par la position des grappins, du lest du navire et de tous les objets qui ont été répertoriés, René Graillat, directeur technique des opérations, Éric Surcouf, met au point leur stratégie de recherche. La baie d'Albion devient un site archéologique. L'affaire est sérieuse, la Special Mobile Force, la police mauricienne, surveille les travaux. Il est vrai qu'Éric Surcouf est en contrat avec le gouvernement mauricien. Alors ce que nous allons trouver revient bien sûr en partie au gouvernement, c'est-à-dire qu'au départ tout appartient au gouvernement mauricien. Une part est gardée par le gouvernement mauricien, c'est-à-dire tous les objets uniques, et tous les objets en double seront partagés donc entre le gouvernement mauricien et moi-même. Ce qui prime pour le gouvernement de l'île, ce n'est pas l'intérêt financier, mais essentiellement la recherche d'une identité historique. Je crois qu'il est important que tout un chacun puisse savoir que l'île Maurice a un passé et qu'il y a des gens qui sont venus de France et d'ailleurs, des navigateurs dans des moments difficiles et qui donc ont malheureusement péri en mer. Et ce sont justement ces épaves que Surcouf va essayer de découvrir et nous faire connaître. Ce type de serpent de mer tropical pullule dans la baie d'Albion. Sa piqûre est mortelle. Très rarement il attaque l'homme, mais cette fois-ci René, qui ne se rend compte de rien, l'a échappé belle. Notre caméra, probablement, a fait fuir le serpent. Il s'agit pour les chercheurs de délimiter exactement la zone de fouille. Les fonds sont passés au crible par le détecteur magnétique qui ne cesse de résonner. Présence de métal sous le corail à plus d'1 mètre de profondeur, des signes qui ne trompent pas. René doit analyser la qualité du sol. À moins 25 mètres, il effectue un sondage. Le travail est difficile. Le sable en suspension rend la visibilité très réduite. Au cours de cette opération de recherche préliminaire, plusieurs objets sont dégagés de leur linceul de sable. Un morceau de bois de la coque du bateau. Une ferrure de pont qui servait à relier le mât aux membrures du Province-Unie. Ça de partout, on a des échos. Tout est aplatissant. Toutes les compressions résonnent. Le chant du détecteur magnétique est une merveilleuse mélodie pour les plongeurs. René, Ali et Eric savent enfin qu'ils sont sur le bon coup. L'épave du Province-Unie est à eux. L'opération des grands travaux peut commencer.
Les canons du Province-Unie sont dégagés de leur gang de corail. Un travail de titan, plusieurs mois de chantier. Un chantier, bien sûr, dans les règles de la recherche scientifique sous-marine. La moindre découverte prend valeur d'histoire. On ne connaît pas encore, aujourd'hui, la forme des voiliers hollandais de la flotte de Peterboth. Il reste tant de choses à découvrir. Le site de l'épave est maintenant quadrillé. Les mois d'efforts à venir n'entament pas le moral de l'équipe d'Éric Surcouf. En fin de journée, Ali se souvient d'une Sega des frères de la côte, du temps des corsaires. La Sega, c'est la chanson des pêcheurs. Quand les voiles sont ferlées, quand les filets sont rentrés, la Sika, c'est un peu le blues des Mauriciens. Éric Surcouf et René Graillat ont trouvé l'épave du Province-Unie, mais la mer s'est gardé ses secrets. Leur pari fou de réveiller l'histoire d'un voilier du XVIIe siècle n'est pas encore gagné, mais à chaque journée suffit sa peine et danse la Mauricienne. Pour que la pêche soit bonne, pour que les cyclones épargnent Maurice, la perle de l'océan Indien, pour qu'enfin le descendant de Robert Surcouf puisse faire éclater la bulle d'histoire du Province-Unie, enfui depuis 375 ans sous le corail de la baie d'Albion. Pour atteindre l'épave, un travail de titan, il faut aspirer des montagnes de sable et de rochers. Nous sommes maintenant sûrs d'être sur l'épave du Province-Unie. Nous sommes actuellement à 3 mètres, entre 3 mètres et 4 mètres de profondeur maintenant sous les sédiments, le sable et le corail mort. Et nous avons découvert les restes de la coque du navire. Nous avons donc une grande partie de la charpente et également nous sommes tombés sur des caisses en bois. Et ces caisses étaient des caisses donc, qui transportaient non seulement la porcelaine chinoise, mais également des épices, du thé. Et plus nous prospectons et plus nous essayons d'avancer maintenant à cette profondeur, et plus nous découvrons la charpente du navire et de plus en plus de pièces en bois. Depuis un mois, depuis que le chantier proprement dit a été mis en route, l'équipe s'est renforcée en hommes et en matériel. Un compresseur monté sur une barge alimente ce que l'on appelle dans le jargon des plongeurs une suceuse, élément essentiel dans la recherche sous-marine. Il s'agit en fait d'un énorme aspirateur sous-marin qui évacue en surface tous les sédiments aspirés. Pour les hommes, Louis Gors, 52 ans, directeur des opérations, a rejoint l'équipe d'Éric Surcouf. Louis Gors, un spécialiste des épaves post-médiévales, il signe avec le Province-Unie sa 11e épave. Il est reconnu pour son sérieux scientifique, mais aussi pour sa baraka, et il en faut dans ce curieux métier. Au total, une dizaine d'hommes, français, anglais, mauriciens, se relaient au fond de la baie d'Albion pour tenter de percer les secrets de l'épave engloutie il y a 375 ans. Les restes du Province-Unie gisent par 15 mètres de fond sous 3 mètres de sable et de corail. La présence très importante de bois confirme la certitude que l'épave est bien là.
Constamment, les plongeurs dégagent des morceaux de coque et surtout du revêtement de plomb, des plaques de plomb qui servaient à protéger à l'époque les caisses de thé, de poivre et de porcelaine chinoise. Ici, une ferrure du grand mât parfaitement conservée. Là, une pièce pour haler les vergues du bateau, ou encore des centaines de balles de mousquet. Tous ces objets sont dégagés au fond d'un trou qui s'agrandit de jour en jour. Travail épuisant, il faut soulever des blocs de roche de près d'1 tonne à l'aide de parachutes gonflés avec des bouteilles de plongée. Il faut aussi porter des paniers chargés de pierres. Un travail de plus en plus dangereux. En creusant le sol, les plongeurs attirent toutes sortes de poissons. Parmi eux, le terrible poisson-pierre, invisible. Son dos est hérissé de piquants venimeux qui peuvent traverser une palme ou n'importe quelle combinaison. Sa piqûre est dans la plupart des cas mortelle. Il sait se confondre parfaitement avec l'environnement. Regardez-le sur ce corail vivant, mimétisme parfait, un danger redoutable pour l'homme. Autre prince des mers, le poisson-scorpion. Élégant, curieux, il viendrait presque chercher la caresse. Mais ne vous y trompez pas, surtout pas. Chacune de ces nageoires est armée d'un dard mortel. Ce jour-là, nous serons envahis par une horde de poissons-scorpions et René Graillat aura bien du mal à se concentrer sur les fouilles du Province-Unie. Éric Surcouf a plus de chance, ce petit banc est sans danger. Il se regroupe toujours pour ressembler à un gros poisson, une façon de dire l'union fait la force. 7 canons de l'épave du Province-Unie ont pu être localisés. Ils vont être ramenés à terre pour être traités afin de dégager la gangue de concrétion qui les entoure. Chaque canon pèse 2 tonnes. Les soulever n'est pas une mince affaire. Ce jour-là aurait pu très mal se terminer. Une manille de portage a cédé. Le canon passera en retombant vers le fond à 1 mètre seulement de Christian Durand, notre caméraman. Finalement, le canon du Province-Unie sera ramené 4 siècles plus tard sur la berge devant une foule de Mauriciens. Un grand moment pour Ali Hossein en souvenir de ses yeux gris-bleus. Les canons derrière moi représentent un grand souvenir à l'histoire du passé, et ça raconte l'histoire du passé, et c'est le témoignage de ce que je peux dire de nos ancêtres pirates. Un peu l'histoire de vos yeux bleus. Un peu l'histoire de nos yeux bleus, le mélange, c'est les créoles. Pendant 1000 heures, le canon du Province-Unie va reposer dans un bac d'eau. Traité par électrolyse, il retrouvera presque l'aspect du neuf. Il en sera ainsi pour tous les objets de valeur de l'épave. Et si les travaux de recherche sont plus difficiles que prévu, le fait de creuser à 3 mètres sous le sable et les sédiments est une garantie d'une meilleure conservation. Ainsi, cette planche de bois d'une caisse de thé presque intacte, promesse dans les mois qui viennent de pouvoir faire enfin ressurgir, comme une bulle d'histoire, la vie passée du Province-Unie, voilier de la Compagnie des Indes hollandaise.